l'idée de pouvoir s'entourer des gens qui sont disponibles, qui sont généreux, voilà, comme Dr Metz, pour n'y pas le citer, voilà, pour faire appel à ces tuteurs pour faire la première intervention de chirurgie implantaire simple. Il n'y a pas de chirurgie simple, hein, mais la première, et après, en gagnant en expertise, d'avoir toujours un rapport avec des coachs qui sont les pôles de compétences sur sinus lift, sur la chirurgie mucogingivale. Et on a mis en place un système de coachs comme ça un petit peu en France, partout, voilà, qui sont disponibles et qui ont les portes ouvertes pour accueillir les stagiaires, pour partager leur expérience et leur expertise. Voilà, donc à votre disposition, donc là je les ai amenés, il y a des plaquettes de ces stages-là, en chirurgie implantaire, comme je vous disais, donc pour pratiquer le geste et surtout de revoir les bases, de voir comment ça se passe en situation clinique, de quoi on a besoin pour commencer, les instruments et donc tout le nécessaire, installation de la salle. Voilà, de voir, parce que encore et toujours c'est important de voir les chirurgies des autres, en posant des questions, et après donc faire les travaux pratiques certes, mais concrétiser ce parcours-là par la pose d'implants sur vos patients. Et donc là, c'est les cycles qu'on a mis en place en 2012 et en 2013. Et il y a 5 pôles de compétences, donc il y en a un qui est à Strasbourg avec Anne-Claire et Michel Metz. Et donc je suis à votre disposition pour en parler plus, on commence au mois de septembre. Et ce qu'on va voir tout à l'heure avec Dr Maresco et avec Dr Metz, c'est la belle illustration du fait qu'est-ce la chirurgie implantaire en tutoriel. Voilà, une sorte de conduite accompagnée. Et comme je vous disais aussi, donc il y a un pôle de compétences, les pôles de compétences un petit peu partout en France qui permettent de se déplacer et de voir comment font les autres praticiens pour les interventions plus pointues. Et pour terminer, ça c'est la phrase qui nous tient à cœur, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste que de l'information. C'est quelqu'un de bien qui l'a dit. Merci. Voilà, donc Guillaume a déjà fait l'anesthésie, il a fait une anesthésie locale. Voilà, donc il s'agit, c'est une classe Inde Kennedy, on verra tout à l'heure sur la radio. Des implants ont déjà été placés sur le secteur droit. Donc l'intervention de cet après-midi va consister à placer 2 implants sur le secteur 35-36, on va dire. Voilà, donc vous voyez en face, nous avons une demi-dent, la prémolaire qui est calée sur la 34, et ensuite nous avons 2 molaires avec un petit décalage, ce qui est assez fréquent, transversal, c'est-à-dire que les molaires, en général, quand elles sont, les molaires supérieures, quand elles sont opposées à un édentement mandibulaire, sont souvent très à l'extérieur et ça peut parfois être assez spectaculaire. Mais en fait, la gencive, la bande de gencive, vous avez vu, kératinisée, est relativement fine. Et il semble que le cas ne soit pas évident à traiter. Donc sur l'image scanner, vous voyez la série de coupes perpendiculaires qui se trouve en bas à gauche, qui représente le secteur édenté. D'accord ? Et vous voyez que finalement, cette crête osseuse, j'ai fait une prévisualisation grâce à Romexis. On peut le faire très simplement sans avoir de programme surajouté. Donc tu fais assez lingualement, hein, enfin très très légèrement. Hein. On peut donner une lame coudée pour le docteur Maresco, s'il vous plaît. Là, tu fais comme tu peux ton incision sur la crête, bien dans la gencive kératinisée, déporter très très légèrement lingualement et bien au contact de la crête osseuse. Hein. Voilà, très légèrement, ça veut dire un demi-millimètre ou 1 millimètre. Vous avez vu, on a une bande de gencive kératinisée qui n'est pas très importante. On va essayer de la... Enfin, on va pas essayer, on va y arriver de la décaler latéralement. On va faire une incision de décharge distale très légère, pas en pleine épaisseur forcément, juste pour donner un tout petit peu de souplesse au déplacement de la gencive. Il faut que ce lambeau soit vraiment décollé de façon précise, minutieuse, sans forcer. Hein. Il ne faut pas que ça se déchire, il faut vraiment qu'on contrôle correctement ce lambeau. Donc on a des instruments, je ne sais pas si on voit l'instrument que j'ai en main, oui.
des instruments avec des lames coudées qui sont très intéressants pour aller dans les zones distales. Donc tu vois Guillaume, c'est beaucoup plus facile de travailler avec cet instrument-là. Je ne sais pas si on peut faire un gros plan. Oui, on le voit le gros plan là, voilà. Vous voyez, on a du coup, on est beaucoup plus à l'aise dans la gestuelle et du coup, on va faire un décollement qui sera beaucoup plus simple. Alors j'utilise bien volontiers sur la zone distale assez... Attends, montre peut-être là. Oui, ouais, très bien, on le voit très bien. Pour décoller le lambeau de façon très propre, très délicate, reste bien au contact osseux pour le faire. Hein, tu viens bien comme ça. Voilà. Ces instruments qui ne sont pas du tout faits pour ça. D'ailleurs, ce sont des petites curettes de chez Stoma. Il en existe plusieurs diamètres. Donc vous voyez, vous avez les deux extrêmes, le plus gros et le plus petit, et Guillaume a actuellement un instrument moyen. Ça sert d'ailleurs aussi à cureter, hein, c'est très séquent. Vous en avez donc un côté droit, un côté gauche. Et donc c'est vraiment une petite séquence que je vous recommande d'acheter si vous voulez faire de la chirurgie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein, c'est très pratique d'aller décoller un lambeau. On ne va pas chercher à décoller énormément, hein, on va décoller sur à peu près 4-5 mm. Voilà, et donc tout de suite, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on a en dessous une crête osseuse qui est de très bonne qualité, qui a un très bon aspect. Lingualement, on va décoller à peine. Voilà, juste comme ça suffira largement. Parce qu'on va placer nos implants un peu plus vestibulairement que pile sur ce qu'on avait comme impression visuelle de crête tout à l'heure avec la gencive kératinisée. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir se remettre dans l'axe prothétique du mieux possible, parce que les composantes mécaniques, si vous voulez, sont des points extrêmement importants en implantologie, surtout dans la gestion à moyen terme ou à long terme la prévention des complications. Je vous disais ce matin, beaucoup de complications sont dues aux excès de ciment avec les périimplantites, mais il y a aussi beaucoup de complications mécaniques qui sont dues je dirais à la mauvaise gestion des axes. Personnellement, j'ai la conviction que plus on est dans l'axe de la force masticatoire et moins il va se passer de choses désagréables du type dévissage de vis, etc. Vous allez me poser la question, je vais l'anticiper, nous n'avons pas de guide chirurgical. Parce que je veux vraiment qu'on travaille dans les conditions pour lesquelles je travaille moi, et je veux mettre Guillaume à l'aise par rapport à ça. On va prendre ce contre-angle rouge à grande vitesse, sur lequel on va mettre, je suis stérile, je vous rassure, on va mettre une fraise boule, et on va tout simplement imprimer 2 cupules pour le forage de chaque site. Alors pourquoi je vous disais que ça c'était un guide? En fait parce que la tête du contre-angle fait environ 8 mm de diamètre. Non, un peu moins. Le fait de se poser contre la dent voisine, en fait la prémolaire ici, on va se poser contre, on va se retrouver avec le décalage de l'axe de la fraise à une distance d'environ 3 à 4 mm du bord distal de la dent voisine, donc de la 34, et ça va constituer exactement le centrage de la future émergence de couronne. On sait que si on a un écartement de 7, 8, voire 9 mm pour les molaires, on est à peu près dans les clous, et prothétiquement, ça va se gérer facilement avec le prothésiste, avec les faux moignons, les surcoulés, etc. Donc là, on va partir sur à peu près 7 mm, peut-être un plus. Donc Guillaume va poser son contre-angle. Regarde, je te fais l'assistante. Voilà, je te laisse gérer. Donc il s'agit de se poser, voilà, en gros d'anticiper la position contre la face distale de la 34. Et donc tu te déplaces un tout petit peu vestibulairement, Guillaume. Hein. On va mettre des petits guides après pour nous situer par rapport à l'axe. L'axe, je le ferai sortir un peu plus vestibulairement, la tête du contre-angle plus vestibulaire, légèrement plus, voilà, plus comme ça, ouais. Et on va être un peu de biais, hein, tout à fait, voilà. Alors on va peut-être déraper un petit peu, mais c'est pas grave, on va niveler un peu la crête osseuse d'abord, après, pardon. On va d'abord faire cette trace, cette cupule. On va faire un premier petit forage, on va mettre un guide là-dedans et on va voir ce que ça donne. Et après, on nivellera en quelque sorte la crête qui, de toute façon, va être un petit peu trop haute lingualement par rapport au côté vestibulaire, ce qui est toujours le cas quand on a un édentement relativement ancien. Alors là, nous avons une crête bien corticalisée. Attention, parce que là, c'est quelque chose qui coupe, hein, donc il faut bien maintenir son instrument. Tu fais une petite de 2-3 mm, voilà, encore un petit peu, l'eau refroidit bien.
Voilà, c'est parfait. On va maintenant passer un forêt pilote et tu vas l'enfoncer d'environ 8 mm. Hein. Je ne vous ai pas précisé sur l'image 3D tout à l'heure, les implants qui avaient été mis en prévisualisation ce sont des implants de 10 mm. Et là, je vais t'aider pour l'axe parce que toi, tu n'es pas forcément bien calé. Ça me paraît excellent. Tu sors peut-être un tout petit peu plus la tête comme ça, voilà. Ouais, un rien comme ça, sans t'éloigner trop quand même de la prémolaire. Hein. Reviens un petit peu plus comme ça, tu vois, bien plus comme ça. Voilà. Voilà, tu fais à peu près 7-8 mm. On va mettre un petit guide et on va regarder ce que ça donne. Alors là, vous voyez, à ce stade, on n'a pas du tout travaillé le profil de la crête osseuse. On le fera dans un deuxième temps. Pour l'instant, notre préoccupation, c'est de savoir si on est bien placé prothétiquement et par rapport au volume de la crête osseuse, de la topographie osseuse. Alors regardez ce petit instrument, c'est un instrument de ma fabrication en fait, et j'attire l'attention de Christophe Seguis pour motiver la société de Zimmer en haut lieu pour fabriquer ces instruments. Ce sont des guides chirurgicaux si vous voulez, qui sont extrêmement pratiques parce qu'ils nous donnent par rapport à, si vous voulez, à l'axe qui correspond à ce stade-là à 2 mm, mais je pense que c'est un 2-3, ça Françoise. On a par-dessus la tête, si vous voulez, d'un faux moignon classique pour un implant AV6 B8 par exemple, donc il fait 6 mm de diamètre, qui va nous permettre de voir tout de suite, de visualiser dès le premier forage si prothétiquement le but final va être compatible avec le contexte de l'occlusion, etc. Alors voilà, je vais te demander de le mettre en place. Vous voyez, on perd un peu de temps, mais c'est important de bien poser la première pierre parce que c'est là-dessus après que tout va se faire. Hein. Si d'emblée le premier implant n'est pas bien placé, après tout devient compliqué. Et votre prothésiste va vraiment vous en vouloir. Là, dans l'axe où je suis, je pense qu'on est trop distal, mais oui, Guillaume me dit que ça bute un peu mésialement sur un surplomb osseux, puisque c'est vrai qu'on n'a pas encore préparé la crête. Mais on va écarter un petit peu, on va déjà voir un peu ce que ça a comme allure. Bon, alors tu vois, finalement, je t'ai fait te mettre un peu vestibulaire, c'est peut-être carrément un peu trop. Alors, on va d'abord égaliser un petit peu avec la fraise boule la crête. On va prendre une grosse fraise poire, toujours diamantée. Voilà, vous voyez, c'est un diamant à gros grains. Attention, pardon, c'est moi qui l'ai mal mis. J'ai vu dans l'écran que ça se détachait. Voilà, allons-y. Michel, oui. Est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison Dr Maresco n'a pas commencé par préparer la crête et qu'il le fait que maintenant? C'est moi qui lui ai demandé en fait. Oui, j'ai entendu, mais je voulais savoir la raison. Oui. Eh bien, tout simplement parce que il sera le temps de le faire. Moi, je ne voyais pas qu'il y avait un petit surplomb mésial à cause de ma vision qui m'est masquée par la 34. Mais en fait, on aurait pu le faire initialement. Ce n'était pas du tout une obligation de le faire dans un deuxième temps. Moi, j'aime bien mettre mes petites cupules, faire mon premier forage avec le forêt à 2 mm. Et puis, et voilà, voir après ce que je dois faire. Parfois, je ne fais rien. Parfois, je fais un peu plus par-ci, par-là, lingualement, vestibulairement. Voilà, donc ça ne constitue pas pour moi une priorité. Voilà, là, j'ai mis le guide. Et on va juste demander à madame de fermer. Si ça touche un peu, vous arrêtez, tout simplement. Voilà, vous voyez qu'on est quand même déjà encore assez lingualement. Voilà, on va quand même rester dans mon idée de rester un peu vestibulaire. On n'est pas à 10 degrés près. Hop, voilà. On va faire maintenant notre forage, la profondeur de 10 mm. On va essayer de se caler un peu plus précisément en direction légèrement mésiale. Et à ce moment-là, on va remettre un guide qui a une embase de 2,3 mm. Donc là, tu vas à 10 mm de profondeur à présent. Donc là, vous avez vu assez nettement, je crois, le guide de repérage, le trait de repérage de profondeur. On était à 10 mm, légèrement supraosseux. Voilà, on va remettre ce guide. Donc ce guide va nous permettre de fabriquer maintenant une belle molaire.
ou une prémolaire à notre goût en fonction de l'occlusion, mais je pense qu'à 1 mm près, on sera soit sur une prémolaire, soit sur une molaire. On va prendre les petits drapeaux. Alors là, je vais être obligé de prendre un drapeau qui vient d'une firme concurrente. C'est toujours le même principe. Si vous voulez, vous avez un guide qui rentre dans le site de forage et ensuite une sorte de petit drapeau. C'est un confrère du sud de la France qui l'a mis au point. Avec ici un écartement de 7 mm. Sinon, vous avez, si vous regardez par là, vous avez un écartement plus important pour un petit bridge de 2 éléments, enfin de 3 éléments, mais pour avoir un élément intermédiaire d'équivalent à une prémolaire. Donc là, on va prendre ce drapeau-là, celui qui fait 7 mm, et on va se servir de ce drapeau, on va le mettre en place pour placer la cupule suivante. Donc, c'est-à-dire la cupule qui va... Là, je ne vois pas, je suis dedans, là. Là, t'es dedans. Voilà. La cupule qui va correspondre à la molaire. Par contre, tu ne vas pas te mettre pile contre, tu vas mettre ta cupule juste un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc, on refait une petite cupule avec la fraise boule diamantée à nouveau. De toute façon, on va mettre juste une petite tige après, et puis on va se remettre à l'occlusion pour voir où on est par rapport au haut. Donc, toujours légèrement, tout petit peu plus décalé vestibulairement que lingualement. Voilà. Alors, on va l'enlever pour que ça ne te gêne pas. On va juste mettre un petit forêt coupé qui va correspondre... Vous voyez, je mets un forêt comme ce matin, quand j'ai fait ma radio pilote en quelque sorte, qui va juste permettre à Guillaume de voir l'axe par rapport à l'axe de forage du site suivant. Michel, juste une question, c'est Christophe. Pourquoi tu n'utilises pas les jauges de parallélisme ? Tu le picores légèrement, tu ressors, tu le fais vraiment travailler tranquillement. Est-ce que tu sens que tu as passé la corticale ? Voilà, alors on va pouvoir prendre... Alors madame, je vais vous demander de fermer très légèrement, sans forcer si ça touche. Hein. Allez-y, fermez, fermez, fermez. Voilà, vous voyez, on est presque un peu trop vestibulaire, donc on a vraiment atteint notre objectif. Tournez la tête un tout petit peu à droite légèrement. On est peut-être un rien pas assez distal pour caler correctement la molaire, l'antagoniste. Donc on va rectifier dans un double sens. On va non seulement se distaller un tout petit peu plus, c'est-à-dire que notre premier forage à 2 mm va être maintenant la paroi antérieure mésiale de notre futur implant. Et on va se caler aussi un tout petit peu, on va faire une petite translation un peu plus linguale. On est d'accord, Guillaume ? Moi j'aime bien continuer avec une fraise diamantée. Voilà, d'accord ? Ça va permettre à Guillaume de travailler plus en finesse, plus en toucher, en douceur en quelque sorte. Donc tu vois, on va aller plus distalement et un peu plus lingualement. Voilà, c'est bien. Donc maintenant, on va passer avec nos forêts pilotes. On peut avoir des jauges de 2,3 s'il vous plaît, de Zimmer, de 2,3, de 8, vous savez. Fais d'abord le distal en pensant toujours rester un petit peu dans un axe un peu distalé, un peu lingualé. Et tu te mets à 10 mm. Voilà, c'est bon. Vous voyez comme la tête du contre-angle bouge, tremble. Ça, c'est déjà parce que l'os est cortical et que c'est l'os qui dirige le forage. Et malgré qu'on soit passé avec le contre-angle rouge. Plus on va passer avec le contre-angle rouge dans un premier temps, et plus moins on va comment dirais-je, risquer de se faire embarquer par les zones corticales denses qui sont parfois très importantes dans ces zones molaires, en particulier sur le pan lingual de la ligne oblique de la ligne mylohyoïdienne. On a parfois un os de type 1 qui est particulièrement difficile à gérer. On a un guide qui fait 2,3 d'un côté, 2,8 de l'autre, ce qui est très pratique, ça permet de l'interchanger. Par contre, il est un peu long à mon goût, donc je l'ai raccourci. Donc on va mettre cette partie-là dans le site de forage de 2,3 mm et c'est ça qui va sortir. Et là, tu devrais pouvoir l'enfoncer, voilà. On le voit bien là, oui ? Oui, on voit très bien. Ok, alors on va demander à madame de fermer légèrement, de mordre. Voilà. Alors vous voyez, quand madame mord, on est bien, on est en face, on ne se rend pas bien compte parce que la caméra n'est pas vraiment longitudinale face à la bouche, mais on est vraiment bien dans l'axe prothétique. Alors, on va faire la même chose sur le premier site, on va passer le forêt de 2,3 mm et après on va faire une radio de contrôle.
mais sans guide. Parce que comme on a un os dense et qu'on a fait un beau petit creux de 2,3 mm, on va parfaitement visualiser sur la 3D les sites de forage. Vous voyez, le fait de laisser en place le guide distal permet d'orienter de façon cohérente son axe de forage. C'est bon, tu as passé? Et ben voilà, alors on va laisser madame se reposer un petit peu. On va juste enlever le petit guide. Allez-y doucement, Françoise, accompagnez-la. Si vous avez des questions à poser à ce stade, le temps qu'on fasse la radio, on en a pour 5 minutes. Nous sommes à votre écoute. Donc vous voyez, madame va juste faire quelques pas. Elle va se poser au niveau du cône beam. Et puis après, on va la rasseoir. On va pouvoir mettre la 3D. Regardez les coupes perpendiculaires en bas à gauche. Donc vous avez la prémolaire qu'on voit sur 2 coupes. On voit encore un petit peu la racine sur la 3e coupe. 2 coupes après, on va dire la 5e coupe en partant de la gauche, on voit vaguement en fait la trace du forage. Par contre, on la voit beaucoup mieux sur l'antépénultième coupe, c'est-à-dire en partant de la droite, la 3e. Oui. Vous voyez, vous avez très nettement la trace, l'amorce dans la corticale. Tout à fait. Voilà, alors qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même qu'on est un peu trop... Voilà, pas beaucoup trop, mais un peu trop. On va donc, et ça rejoint finalement l'observation qu'on faisait en bouche, que la tête du guide était un peu trop vestibulée. On va donc faire une petite translation. On va aller apicalement plus vestibulairement. Légèrement, de 1 millimètre. Voilà. Et là, tu vas donc encore rectifier le 2e site, en inclinant aussi, en mettant ton apex, enfin l'extrémité de la fraise un peu plus vestibulairement. Tu vois, tu penches plus ta tête, mais en fait, tu vas faire aussi une petite translation. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on est quand même bien centré là. Le fait de se déporter un tout petit peu plus vestibulairement à l'apex va nous permettre de rectifier sans problème ce petit problème d'attaque par rapport au corps osseux et cette masse très dense qu'on a lingualement par rapport à la ligne oblique. Là, ça me paraît très bien, ouais. Voilà, tout à fait. On va quand même avec la caméra tout à l'heure, quand on mettra l'implant, se mettre vraiment perpendiculairement pour voir si effectivement on a un espace suffisant par rapport à la face distale de la prémolaire. C'est parfait. Tu peux aller directement sur le suivant. Tu es à 10 mm, là je ne vois pas. Oui. Bon, mais c'est bien alors. Ok. Voilà. Donc on va aller placer des implants qui vont faire au moins 4 mm de diamètre. Comme on a 2 implants l'un à côté de l'autre, le fait d'utiliser 2 implants de 4,1 mm, ça va déjà être d'un point de vue d'ancrage très costaud. Je ne cherche pas à mettre des implants trop gros dans un os si corticalisé. Je pense que ça va créer du stress et je pense qu'avec 4,1, ce sera juste le bon choix. Voilà. On va prendre 2 TSV4B10, Françoise. C'est le dernier forage à présent. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Vous ne l'avez pas vu, mais Audrey avait mis la petite pièce de récupération de l'os. C'est bien. C'est bon, Audrey. Stop, Guillaume. Donc là, on est en train de laver en quelque sorte les petits copeaux. Vous voyez toute la récupération d'os. On va peut-être être amené à colmater un tout petit peu le site distal de la 37. Donc Audrey va récupérer ces petits copeaux d'os et pendant ce temps, nous, on va aller mettre nos implants. Voilà, donc l'implant de 4,1, le TSV4B10.
Okay, l'équivalent du MK2 en quelque sorte au niveau du gabarit, assez conique, avec un col lisse. Voilà, je te le laisse prendre. On va le mettre sur le premier. Alors on va certainement être obligé de prendre assez rapidement la clé à cliquer. Voilà, vous voyez avec ce stade-là, mon doigt maintient quand même. Là, je suis déjà à 30 newtons. Est-ce que vous voyez la clé qui débraye? Oui, parfaitement. Voilà. Vous voyez que pour une prémolaire, on va être juste bien. Hein, là, on est sur un gabarit prémolaire. Ce sera, franchement, pour moi, c'est bien et on a quand même une belle épaisseur d'os. Mais si cet implant avait eu 1 mm de plus de position distale, ça ne m'aurait pas choqué pour autant. Hein, je suis d'accord avec Jean-Claude. Mais on est dans une marge de travail qui va permettre de gérer très facilement, à la fois biologiquement et à la fois prothétiquement, la situation. Voilà, donc là, on va mettre un tournevis plus gros de 2,5 mm au niveau de l'hexagone et on va pouvoir, et ça c'est vraiment très pratique avec les implants à hexagone interne, on va pouvoir à ce moment-là serrer de façon efficace sans risquer d'abîmer quoi que ce soit. Parce que dans un os très dense, on peut abîmer l'hexagone. Hein. J'ai déjà vu des hexagones externes courts être écrouis parce que ça serrait de trop. Voilà. Donc là, on est en train de mettre en place le deuxième implant. Ah non, mais le jeu, tu peux l'avoir jusque très longtemps. Voilà, là, ça va venir. Voilà, tu vois, ça commence à bloquer, là. On voit, là? Dans le système Zimmer, c'est très intéressant parce qu'on a tout un choix de piliers de cicatrisation. Voilà, on peut peut-être filmer juste les piliers de cicatrisation sur le plan large. Voilà, donc vous voyez, vous avez des piliers de différentes longueurs, de différents diamètres, et ça permet de s'adapter du mieux possible au profil d'émergence de la gencive, par rapport à l'épaisseur de la gencive et par rapport au déplacement qu'on veut lui imprimer. Donc on va prendre un HC 3-4-3 a priori, un 3-4-3 et un 3-5-3. Voilà, merci. Voilà, les piliers, l'implant est en place, le second aussi. Michel, est-ce que tu conseilles pour les praticiens qui commencent la chirurgie d'utiliser les forets avec butée qui sont justement commercialisés par Zimmer? Ça peut rassurer. Après, je leur conseille surtout d'avoir un cone beam, et oui, mais déjà le premier, d'avoir un cone beam et puis de savoir exactement quelle est la marge de manœuvre. Si on a une marge de manœuvre de 2-3 mm, qu'un implant de 10 mm est encore distant de 3 mm du canal dentaire inférieur, voilà, ce ne sera pas franchement nécessaire d'utiliser un... Ça complique un peu le stress aussi, ça augmente le stress par rapport à la chirurgie. Hein. Un débutant a déjà pas mal de stress quand il commence à poser un implant. Si en plus il doit gérer les stops, c'est pas spécialement compliqué, mais c'est pas spécialement simple non plus. Voilà, là on est juste en train de mettre les piliers de cicatrisation. Et on va récupérer un peu d'os, on va aller mettre un peu d'os sur l'implant distal, hein, puisqu'on était un peu moins précis que sur le premier site. Là, il y a quelque chose qui bute, Guillaume? Qui est coincé? Quand la gencive coince entre le pilier de cicatrisation et le col implantaire, il suffit de dévisser un peu le pilier, de le revisser, et à ce moment-là, on a quelque chose qui fonctionne bien. Vous voyez que le pilier qu'on a mis en place derrière est assez gros. Il va maintenir cette gencive écartée. On ne va pas chercher à être jointif dans le repositionnement de la gencive. Voilà, c'est un peu difficile de mettre la miroir. Madame, je vous remercie, vous êtes vraiment adorable. Hein. C'est parfait, Michel. On voit très voilà. bien. Bon, et donc vous voyez cette gencive, on va laisser la crête osseuse à nu au niveau entre les deux implants par exemple. Vous voyez, ça c'est l'os qu'on a récupéré. On va aller en mettre un tout petit peu contre le pilier de cicatrisation mésialement et distalement sur l'arrière. Et je vais vous montrer comment je place le pangène. Voilà, alors regardez ça, les photos, c'est des photos de cas équivalents que j'ai fait. Hein, c'est vraiment presque le même cas, c'est amusant avec la face occlusale métallique de la prémolaire. Sauf que là, c'est une couronne vénire. Donc vous voyez, j'ai mis une petite bande de pangène de part et d'autre de la paroi osseuse. Ça vient un peu se mettre en cavalier en quelque sorte, vestibulairement et lingualement. Voilà, vous voyez, on fait une suture sur l'image de gauche qui n'est pas du tout jointive. Ça paraît un peu surprenant, mais c'est ce que je fais depuis des années.
Ça a été une découverte fortuite et je fais ça depuis très longtemps. Et regardez ce qu'on obtient à droite de façon totalement naturelle, sans faire de greffe de gencives, de conjonctif enfoui ou de faire de déplacements en pédiculé, etc. L'os est fibrogénique. Si on a un os de bonne qualité, si on a supprimé la gencive inflammatoire qu'il pouvait y avoir autour, on a une régénération naturelle, tout à fait rapide et efficace. Voilà, on voit sur l'image de gauche une crête relativement fine, c'est souvent le cas, hein, comme je le montrais tout à l'heure sur le cas de cette patiente. Et la mise en place des piliers, le fait de ne pas resserrer trop la gencive. En bas à droite, vous avez l'image du cas cicatrisé. Et vous voyez qu'on a vraiment 2 nouvelles collerettes de gencives kératinisées qui sont tout à fait satisfaisantes, enfin en tout cas pour moi. Voilà, vous voyez, ça c'est un cas encore plus spectaculaire, une gencive très, très abîmée, très fine. Derrière, on a la molaire, c'est sur une 37, on va dire. Et vous voyez la mise en place d'un pilier d'un gros diamètre. On a déplacé la gencive, là c'est en cours d'observation, on va dire. Mais vous voyez ce qu'on a réussi à gagner de façon pareil, naturelle, sans faire un geste plus compliqué que celui que je vous ai montré. Donc vous voyez, je vais prendre cette bande-là, ici, ok. Et on va aller la mettre... L'implant distal va être là et l'implant mésial va être là. Et ça va venir à cheval. Hein, ça va être vestibulaire, ça va être lingual. Et ça va se poser dessus. Très bien, génial. Alors, là, j'ai l'habitude allez-y, Audrey. De laisser un peu Audrey se débrouiller toute seule. Voilà. Voilà, vous pouvez lâcher vestibulairement. Par contre, lingualement, c'est pas encore gagné. Alors, là, ça colle. Voilà, parfait. Audrey, poussez-moi donc ça un peu lingualement. Voilà, c'est bon, c'est à cheval. L'essentiel, comme ça colle bien, c'est que ça reste à peu près comme ça en place, voyez. Voilà, et donc je vais demander à Guillaume maintenant de faire des sutures extrêmement lâches, hein, vraiment juste mettre un petit point tout simple ici et ne pas s'inquiéter parce que ce sera ouvert. On va demander à madame de ne pas du tout brosser dessus pendant 1 jour ou 2, faire simplement des bains de bouche. Tiens, posez-moi juste encore ça par-dessus. Et de faire ensuite un brossage très 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 léger pendant les jours de la semaine suivante, avec une brosse toute souple post-opératoire. Voilà, et autant elle aura été douce et minutieuse pendant la première semaine, autant après, d'ici 2-3 semaines, elle va pouvoir frotter de façon énergique pour masser. Vous voyez, le collagène, il va s'imprégner sans très rapidement. Il suffit parfois comme ça de pomper un petit peu. Voilà, ok. C'était superbe, merci beaucoup. Merci au docteur Maresco également, oui, vraiment. À toute l'équipe, à Audrey. Et merci à notre patiente qui a été parfaite aussi. Merci encore à toi, Michel. Encore bouche bée d'admiration. Voilà. Michel, je vous entends. Nous, on est prêts. Juste terminer avec le cas du docteur de Guillaume Maresco. Puisque là, maintenant, il a mis les sutures, il a mis le pangène, enfin, il a terminé de mettre le pangène. On a décidé, entre-temps, de changer les piliers de cicatrisation, une autre blouse, des piliers de cicatrisation qu'on a pris un peu plus haut, de façon de ne pas avoir de risque que la gencive vienne se cicatriser, déborder par-dessus les piliers, parce que ça, c'est toujours très embêtant. Sinon, après, elle se consolide, elle se kératinise dans une position qui peut gêner le patient. On peut même avoir parfois une formation d'un liquide un peu bizarre, presque comme du pus, alors que le fait de mettre des piliers plus hauts, de 5 mm de haut au lieu de 3, en l'occurrence ici, le fait de mettre des piliers de 5 mm, attention Françoise, ne faites pas d'erreur d'asepsie parce qu'on est filmé, va nous permettre d'être sûr que la gencive soit positionnée assez à distance du sommet du pilier et la gencive avec la cicatrisation va se tasser un tout petit peu. Ce qui fait que les piliers, on pourra peut-être même être amené à les changer d'ici 1 mois si c'était nécessaire, mais en l'occurrence ça ne le sera pas. Alors si vous voulez, on va juste aller voir la fin de la chirurgie de Guillaume. Voilà. Et on a donc une vision maintenant, voilà, regardez cette très belle image vue occlusale du pangène qui se trouve entre les 2 piliers, voyez, et ce pangène va être transformé beaucoup plus rapidement que vous pouvez le penser en gencive. Et je vous remontre l'image du MAC, du cas clinique équivalent que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut raisonnablement espérer de la cicatrisation de la gencive d'ici 1 mois à 2 mois.
Voilà, merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup madame, merci beaucoup Audrey. Et on va maintenant directement aller sur le cas suivant.